tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau tour d'horizon de l'actualité en principauté. Voici les titres qui seront développés dans cette édition. Nous nous rendrons à New York pour suivre cette première réunion de haut niveau sur les réfugiés et les migrants avant l'ouverture de la 71e Assemblée générale des Nations unies. Retour en principauté avec ce rassemblement organisé par l'AMPA, l'association monégasque pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer. Le Monaco Economic Board vient de présenter ses prochaines missions à l'étranger à ses adhérents. Nous ferons le point dans cette édition. La journée du patrimoine, c'est dimanche en principauté. Aujourd'hui, focus sur l'art sacré du Pacifique au musée océanographique. Vous connaîtrez le nom de la lauréate des Masters de violon de Monte-Carlo, une gagnante qui a surpris le jury par sa maturité. Et puis du football avec le tant attendu derby de la Côte d'Azur ce mercredi à l'Allianz Riviera. Nous vous présenterons les enjeux de cette rencontre. Nous prenons donc la direction de New York pour débuter ce journal alors que l'ouverture du débat général de la 71e Assemblée générale des Nations unies a eu lieu ce mardi. Une réunion de haut niveau sur la gestion des mouvements massifs des réfugiés et migrants s'est tenue lundi en présence de nombreux chefs d'État et de gouvernement. Les explications d'Alexandra Pani et de Sylvain Péroumal. En 2005, le seuil historique de 65,3 millions de personnes réfugiées et demandeurs d'asile a été franchi. Pour la première fois, l'Assemblée générale des Nations unies a souhaité organiser un important sommet dédié aux réfugiés et aux migrants. Cette réunion est l'occasion de renforcer la gestion des migrations internationales. Durant une journée, plus d'une centaine de chefs d'État et de gouvernement ont pris part à cette réunion de haut niveau afin de trouver une solution plus responsable et durable à cette crise. L'américaine Karen Abou-Zaïd a été nommée en janvier dernier par le secrétaire général en tant que conseillère spéciale pour le sommet de haut niveau sur la gestion des grands mouvements des migrants et des réfugiés. Nous sommes partis du constat qu'il y a un très grand nombre de réfugiés et de migrants qui circulent à travers le monde dans des conditions particulièrement dangereuses et rejoignent en masse le continent européen ou encore d'autres endroits. C'est pour cela que nous avons souhaité organiser un sommet mondial qui traite des réfugiés et migrants du monde entier. Nous avons donc travaillé depuis janvier sur un rapport qui s'est transformé en déclaration au terme de longs mois de négociations entre les 193 États membres. La déclaration de New York pour les réfugiés et migrants a été adoptée après les discours d'ouverture des présidents de la 71e et de la 70e session de l'Assemblée générale et du secrétaire général des Nations unies. Cette adoption devrait notamment aider à accroître l'appui aux pays les plus touchés par ce problème. Dans la déclaration, les deux pactes mondiaux nécessiteront un suivi particulier, l'un sur les migrants, l'autre sur les réfugiés. Les 193 États membres les ont adoptés par consensus et nous espérons bien sûr qu'ils tiendront leurs engagements. Il y aura une série de conférences préparatoires qui conduira à la définition du pacte mondial sur les migrants d'ici 2018. La même année, le Haut-Commissariat des Nations unies aux réfugiés devra faire un premier bilan de la mise en œuvre du cadre de réponse face aux problèmes des réfugiés pour chacun des nouveaux flux massifs. Lors de cette réunion de haut niveau, un accord sur les relations entre l'Organisation des Nations unies et l'Organisation internationale pour les migrations a également été signé. Le ministre d'État Serge Autel sera présent tout au long de la semaine au siège des Nations unies. Il participe au débat général de la 71e Assemblée générale. Ce lundi, il a pris part à des rencontres bilatérales organisées à la mission de Monaco. Il s'est tout d'abord entretenu avec des membres du World Jewish Council avant de rencontrer le docteur Simon Adams, directeur exécutif du Global Center for the Responsibility to Protect. La principauté a déjà apporté son soutien dans le passé à cette organisation. Retour en principauté avec cette manifestation annuelle de l'AMPA, l'association monégasque pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer a organisé un rassemblement avec les élèves de la principauté. Voyez ce reportage de Fabien Bonilla, d'Alexandra Paolini et de Louis Borgia. Ils étaient près de 200 élèves des collèges Charles III et FANB ainsi que du lycée Albert Ier et du lycée technique et hôtelier. Ils se sont réunis autour du souverain ainsi que de nombreuses personnalités sur la piste d'athlétisme du stade Louis II. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là tout simplement aujourd'hui ? Oui, c'est pour nous sensibiliser à la maladie de l'Alzheimer. Et ça te fait quoi de participer à cet événement ? Ça donne l'impression de s'investir par rapport à la maladie, d'aider.
Ça permet qu'on soit tous au courant et qu'on ne soit pas insensible à ceux qui sont touchés. Pour être solidaire envers les gens qui ont cette maladie, pour rester soudés, on est tous soudés. Tous se sont rassemblés autour d'un tapis de fleurs violettes en forme d'hippocampe en soutien à l'AMPA, l'association monégasque pour la recherche de la maladie d'Alzheimer. Cette maladie neurodégénérative est la cause la plus fréquente de démence chez l'être humain. Elle touche le lobe temporal interne, notamment l'hippocampe, la région de la mémoire, d'où cet animal marin comme symbole. 26 millions de personnes étaient atteintes de cette maladie en 2005 et cela pourrait en toucher 4 fois plus en 2050. On essaye de motiver les jeunes pour qu'ils comprennent ce que est la maladie d'Alzheimer et pourquoi elle est si terrible, parce qu'elle frappe les familles, elle frappe aussi la société, les gens dans la rue. Il faut aller au-devant de ceux qui sont faibles et ils ne comprennent pas toujours ce qu'ils font eux. Ils ont peur eux-mêmes, d'eux-mêmes, et nous, on ne doit pas les bousculer, justement, il faut les rassurer. Une fois la photo prise, les personnes présentes ont été invitées à repartir avec une fleur en souvenir. Cette manifestation est également l'occasion de découvrir la politique mise en œuvre par le gouvernement princier pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Je vous propose d'écouter à ce sujet Stéphane Valéry. La bonne nouvelle, c'est qu'à Monaco, nous avons l'espérance de vie la plus élevée du monde. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que la maladie se développe proportionnellement avec l'âge, ce qui veut dire très clairement que nous aurons de plus en plus à Monaco de personnes âgées, de plus en plus âgées et donc de plus en plus de malades d'Alzheimer. Nous avons donc pris les mesures nécessaires au gouvernement pour assurer la meilleure prise en charge possible des malades. Il y a des stades très différents dans la maladie. Au début, tant qu'on peut encore être autonome, nous avons ouvert le centre d'accueil de jour, donc Albert II de la Villa Speranza. Et là, il y a une prise en charge avec des ateliers mémoire, des ateliers musique et des ateliers artistiques, un déjeuner. Donc ça soulage les familles. Ça permet un jour ou deux par semaine aussi de soulager les familles et les aidants, puisqu'ils sont pris en charge par la Villa Speranza. Il y a le centre de coordination gérontologique qui estime la dépendance, qui permet justement de débloquer des aides, des auxiliaires de vie sociale pour maintenir à domicile le plus longtemps possible les malades. Puis nous avons avec la direction de l'action et de l'aide sociale la prestation autonomie qui permet à chacun de payer selon ses moyens. Donc il n'y a pas à Monaco un seul résident qui est exclu de la prise en charge à domicile pour des raisons d'argent. Chacun paie selon ses moyens. Parfois nous payons 100% quand c'est nécessaire des prestations. Et puis, malheureusement, à un certain moment du stade de la maladie, on ne peut plus rester chez soi. Et là, nous avons donc ouvert en 2013 le centre Régnier 3 de gérontologie clinique. Et là, il y a un service de malades d'Alzheimer, un service Alzheimer sous l'autorité du professeur Pess, qui assure dans des chambres à un lit, dans un bâtiment que vous connaissez, qui est de grand standing, avec un personnel médical et paramédical compétent et en nombre suffisant. Nous assurons pour ces cas les plus graves la prise en charge la meilleure. Je crois que la principauté ainsi offre aux malades d'Alzheimer et à leurs familles la meilleure prise en charge possible, comme ils peuvent légitimement nous le demander. Et sachez que dans le cadre de la journée mondiale de la lutte contre la maladie d'Alzheimer, une grande animation est proposée ce mercredi 21 septembre, place d'Armes, de 15h à 21h. Plusieurs stands seront installés, ils proposeront des conseils gratuits, des activités ludiques et des démonstrations, sans oublier un stand de dégustation. Vous le voyez sur ces images, l'association Monaco Goût et Saveur a préparé avec les membres de l'AMPA des petits pots de confiture. Ces derniers seront offerts aux visiteurs. Toujours en bref, cette fête en l'honneur des bénévoles et des salariés de la Croix-Rouge monégasque où près de 400 personnes étaient réunies au club bouliste de Fontvieille. Le prince Albert II a tenu à remercier les bénévoles de la Croix-Rouge monégasque pour leur engagement dans les actions de la CRM, notamment ces derniers mois avec l'actualité qui a touché notre région. Le Monaco Economic Board a donné son traditionnel rendez-vous des adhérents ce lundi au Yacht Club de Monaco. Plus de 200 membres étaient présents afin d'échanger sur les futures missions du MEB à l'étranger. Vanessa Dessy vous en dit plus. C'est une rencontre trimestrielle incontournable pour les entreprises membres du Monaco Economic Board. Ces rendez-vous permettent aux entrepreneurs de la principauté de développer leur réseau. Ils sont également une occasion de faire le point sur l'actualité du MEB. Cette fois-ci, le Yacht Club de Monaco a été spécialement choisi pour l'événement. Non seulement parce que c'est un bâtiment remarquable, mais c'est aussi pour soutenir l'activité de yachting de la principauté de Monaco,
puisqu'avec le cluster yachting dont nous faisons partie, et nous sommes aussi dans le développement du cluster yachting, il faudrait bon de rappeler que le yachting à Monaco, c'est quand même 1500 salariés, 300 entreprises, 750 millions de chiffre d'affaires. Voilà. Alors ça, c'était un petit hommage à nos amis du yachting et du yacht club. Oui, il y a 2 belles dates. Du 4 au 7 octobre, dans le cadre d'une semaine de Monaco à Moscou, nous avons été sollicités pour animer, bien sûr, la partie économique. Nous serons très présents le 5 et le 6 avec les grands acteurs économiques de la Russie. Et puis en novembre, comme nous avons de très bons contacts sur place, on nous a proposé de nous déplacer à Bakou, en Azerbaïdjan, début novembre, entre le 6 et le 8 novembre. Et là, nous comptons lier des nouvelles relations avec un pays qui n'a pas seulement que gaz et oil comme développement, mais qui a aussi beaucoup d'autres ressources. Près de 200 acteurs économiques de la principauté ont participé à ce networking. Ces échanges business permettent d'optimiser et d'étoffer les réseaux professionnels. Une réelle opportunité pour les entrepreneurs monégasques de tisser des liens bien au-delà des frontières. C'est toujours l'occasion de rencontrer les acteurs principaux de la principauté, c'est le cas de le dire. Parce que bon, comme vous savez, on est tous dans notre travail tous les jours, plusieurs heures par jour, plusieurs jours par semaine. Et donc là, c'est l'occasion de sortir un peu du bureau et de rencontrer tous ces gens qu'on côtoie tous les jours sans voir. Figurez-vous que je reviens du Brésil en avril dernier avec le MEB, qui s'est passé extraordinairement bien parce que ça m'a permis de voir des clients que je connaissais là-bas et d'en faire de nouveaux. Donc voilà, ça a été une opération fructueuse. Les membres pourront se retrouver à nouveau le 11 octobre prochain à l'occasion d'un Ambassador's Lunch dédié cette fois-ci au Mexique. Le Mexique qui fera partie d'une des destinations du MEB fin d'année 2017. Dimanche, Monaco sera à l'heure de la Journée européenne du patrimoine pour cette 21e édition. C'est le thème du sacré qui a été retenu, l'occasion de voir ou revoir des endroits parfois méconnus ou fermés au grand public. Depuis le début de la semaine, nous vous faisons découvrir certains de ces lieux. Après Dolce Aqua, découverte de l'art sacré du Pacifique au musée océanographique, visite guidée avec Dominique Poulain. Sur le parvis du musée océanographique, des installations monumentales créées par des artistes aborigènes qui, à travers leurs œuvres, lancent un cri d'alarme contre la pollution des océans. Ces sculptures sont faites de matériaux neufs ou recyclés et évoquent le monde marin, sa faune et sa flore. Cette structure, par exemple, faite d'aluminium et de cordes, est une combinaison de plongée. Une autre, confectionnée de feuilles d'aluminium, de fils de fer et de plastique, représente un filet de chalutier. À l'intérieur du musée, le sacré religieux. Ici, ces pintadines évoquent la nativité ou encore le repas de Jésus pris avec ses apôtres. Il y a des objets comme les coquillages gravés, sculptés, ajourés, qui font partie de la collection des objets du musée, donc du patrimoine du musée. Donc là, on va retrouver des scènes de la Nativité, des scènes de la dernière scène, donc font partie des collections du musée. On retrouve des objets qui viennent directement d'Australie et Océanie. En fait, ils font partie de cette exposition temporaire Tabanaba, qui va rester au musée jusqu'à la fin de septembre et que nos visiteurs pourront découvrir lors de la journée de 25 septembre. Pendant des dizaines d'années, les coquillages ont été pour les indigènes australiens une source de nourriture, d'outils pour pêcher, chasser ou encore couper. Ils en ont fait ensuite des bijoux, essentiellement des colliers. Autre curiosité, le serpent arc-en-ciel. C'est le dieu suprême, la principale divinité qui contrôle l'eau, la pluie et l'orage. C'est le responsable de la vie, le créateur de tous les autres ancêtres. C'est lui, le dieu de la vie, le dieu qui a réveillé tous les autres ancêtres et qui s'est promené en Australie pour créer le territoire actuel. Donc c'est le dieu de la vie, c'est le dieu de l'eau.
Et c'est pour ça qu'on le retrouve dans cette magnifique salle, parce qu'il va nous raconter ce qui est le cycle de l'eau, qui est le cycle de la vie. Et donc, à travers son mouvement sur la Terre, il crée le continent, il raconte une histoire, l'histoire des aborigènes. Et dans son passage, à travers les rivières, dans la mer et en montant vers le ciel pour créer l'arc-en-ciel, il va perdre des écailles qu'on retrouvera sous forme de coquillages gravés qui sont les rigis. Et les écailles du serpent arc-en-ciel, les voici. Ce sont en fait des coquillages nacrés, gravés et décorés. Les zigzags représentent souvent l'ondulation de l'eau et se réfèrent donc au cours de l'eau et aux traces qu'elle laisse sur le sable. Le mouvement des lignes évoque les formes du serpent arc-en-ciel. Les aborigènes gravaient également ces coquillages pour raconter l'histoire de leurs ancêtres et de leurs familles, et en faisaient des ceintures. Les plus grands coquillages étaient utilisés comme couverture pubienne nouée autour de la taille par une ceinture de cheveux humains. Autre volet de l'exposition, les masques sacrés fabriqués par le peuple Béning qui vit dans la jungle des montagnes de la péninsule de la Gazelle dans l'île de la Nouvelle-Bretagne. Ils sont confectionnés avec des tiges de bambou et des écosses d'arbres avant d'être décorés. Les aborigènes les portaient lors de cérémonies d'initiation, à l'occasion de danses rituelles, souvent nocturnes, pour reproduire les gestes et l'esprit de leurs ancêtres. Cette exposition contribue au rayonnement des cultures océaniennes et à une meilleure connaissance de ces populations marginales, mais aux grandes richesses culturelles. Et retrouvez dans notre prochaine édition la suite de notre série de reportages consacrés à la Journée européenne du patrimoine, avec notamment un focus sur la chapelle palatine au sein du Palais Princier. Retour à présent sur les Masters de violon de Monte-Carlo. La finale de cette prestigieuse épreuve opposait deux femmes, une concertiste professionnelle russe de 27 ans et une jeune américaine âgée seulement de 15 ans. Alors qui l'a emporté? La réponse avec José Sacré. À la salle Garnier, samedi 17 septembre, devant un public de mélomanes curieux de découvrir de nouveaux talents, a eu lieu la finale des Violon Masters de Monte-Carlo présentée par Alain Duo. Après avoir été sélectionné dans plusieurs pays, après avoir joué cette semaine à Monaco plus de 3 heures de musique devant un jury de personnalités éminentes du monde de la musique, les violonistes Zachar Brandt, Patrice Fontana-Rosa, Maxime Van Goroff, président, le chef d'orchestre Boris Brott, l'ancien directeur de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, René Croesi, le fondateur des Masters de Monte-Carlo, Jean-Marie Fournier, et un candide, Franck Ferrand. 2 candidates se sont affrontées en finale. Ellie Choi, 15 ans depuis le 4 septembre, est née à San Diego de parents coréens. Elle a commencé le violon à l'âge de 3 ans. Déjà soliste à l'âge de 5 ans, elle s'est produite avec l'Orchestre symphonique de Corée à Séoul. Depuis, travaillant d'arrache-pied, elle a continué à se produire aux États-Unis et en Europe, et notamment avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Après le caprice numéro 24 de Paganini, elle avait choisi d'interpréter le redoutable concerto pour violon opus 77 de Shostakovich. La seconde finaliste, Diana Pasco, est née en Crimée en 1989. Elle a commencé elle aussi très tôt l'apprentissage du violon à l'âge de 4 ans. Après des études au conservatoire Tchaïkovski de Moscou, elle est devenue enseignante assistante et a remporté plusieurs concours importants. Elle se produit avec les virtuoses de Moscou, de nombreux orchestres philharmoniques, notamment celui de Moscou. Après la pièce soliste imposée, elle avait choisi d'interpréter le concerto pour violon opus 77 de Brahms.
Après une courte délibération, le jury a déclaré gagnante de cette édition des Violon Masters de Monte-Carlo, Elie Choi. Elie Choi a reçu des mains de M. Georges Lysimachio, représentant le prince souverain, un chèque de 30 000 €, prix Prince Régnier III, et de nombreux engagements de concert à Monaco et à l'étranger. Le plus difficile, c'était de ne pas être intimidé par les autres, les candidats et le public. J'ai essayé de jouer comme je joue normalement et de montrer de quoi je suis capable. Car on est jugé par rapport à ça finalement. Il faut essayer de rester soi-même dans la compétition et ailleurs. Un concours, le jury et le public peut comparer tous les candidats, le son, les interprétations, tous les styles. Le concours, c'est aussi très très grand et très important plateforme pour start-up, pour jeunes musiciens jeunes. Ma candidate première était Madame Pechko parce que dans ses épreuves de la semaine, elle a été vraiment magnifique. Et malheureusement, ce soir, son Brahms m'a déçu parce qu'il était rentré, je vais dire. Alors que, à contrario, la petite Choi s'est révélée dans ce concerto de Shostakovich. Je suis très reconnaissante et très heureuse. Je dis bravo aussi aux autres compétiteurs car ils ont tous très bien joué. Un mot de football et le derby de la Côte d'Azur. Mercredi, l'AS Monaco se déplace en leader chez son dauphin et voisin niçois pour le compte de la 6e journée de Ligue 1. Un match qui aura forcément une saveur particulière. Nous faisons le point dans ce reportage. 7 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, tel est le bilan actuel de l'AS Monaco. Les joueurs de Leonardo Jardim enchaînent les succès, que cela soit en championnat ou en Ligue des Champions. Une forme sur laquelle l'équipe compte bien surfer, d'autant plus que son prochain adversaire l'oppose à son voisin, l'OGC Nice, actuellement 2e au classement. Les joueurs de Leonardo Jardim défendront donc leur place de leader sur la pelouse de l'Allianz Riviera, un match à enjeu. C'est un match très important pour les supporters, pour nous aussi. Je crois que cette année plus chaud parce que c'est le premier contre le deuxième. Et je crois que beaucoup d'années que n'est pas arrivé cette derby avec cette deux équipes, les premières deux places du championnat français. Et pour ça, je crois qu'il a toutes les choses pour sortir un bon match. Prêté la saison dernière à l'OGC Nice, Valère Germain retrouvera son ancien club mercredi. Les Aiglons, tout comme les Monégasques, sont invaincus en championnat cette saison. Ils veulent continuer sur la lancée de l'année dernière où il y avait une bonne saison. Ils ont fait, je pense, un bon mercato. Après, il faudra voir sur la durée, mais ils font un très bon début de saison, à part leur match en Coupe d'Europe où ils étaient un peu en dessous par rapport à d'habitude. Mais ils ont envie de grandir. Le président le répète depuis quelques années, donc c'est bien pour eux. Absent le week-end dernier face à Rennes, Bakayoko et Sidibé ont repris l'entraînement et devraient être mis à la disposition de l'entraîneur. Nice-Monaco, c'est mercredi à 19h à l'Allianz Riviera. Voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité en principauté. Je vous propose à présent de découvrir ensemble les prévisions météo pour les prochains jours. Société Générale Private Banking vous présente la météo. Le ciel sera incertain mercredi, partagé entre nuages et éclaircies. Les températures seront en baisse. Il fera 20 degrés le matin et 23 l'après-midi. Et bien que présents, les nuages se feront plus discrets jeudi et laisseront entrevoir de belles éclaircies. Retour d'un ciel clair vendredi avec une légère hausse des températures. Le thermomètre continuera de grimper ce week-end avec un maximum de 25 degrés et un soleil omniprésent. Une tendance qui devrait se confirmer en début de semaine prochaine. La météo vous a été présentée par Société Générale Private Banking.
Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec les sorties cinéma de la semaine sélectionnées par José Sacré. À très bientôt sur Monaco Info.